puisse revoir cette présentation plus tard. Bonjour à tous, donc j'espère que vous voyez tous l'écran correctement, que c'est lisible. Donc moi je vais vous présenter l'Edo-logement. Donc c'est un petit peu plus gai que le Covid, tout ça, hein. Là on va pouvoir vous donner de l'argent. Pour les étudiants étrangers, donc comme pour les Français, hein, vous avez accès à cette aide qui est versée par la CAF. Donc pour en bénéficier, vous avez la possibilité de faire la demande en ligne directement. Donc sur le site caf.fr. Donc si vous tapez dans votre moteur de recherche caf.fr, la première page que vous allez trouver, c'est celle-ci. Donc vous avez beaucoup d'informations sur le site directement. Donc pour tout ce qui est en rapport avec l'Edo-logement étudiant, vous pouvez trouver les informations ici dans la rubrique actualité, donc sur le menu de gauche. Donc si vous dépliez, vous allez dans 2021. Quand vous descendez tout en bas sur la page 2, à peu près au milieu, vous avez votre Edo-logement étudiant 2021. Donc, vous pouvez cliquer là pour voir un petit peu. Là, vous avez le déroulé en fait de la demande. On vous explique que vous pouvez faire une simulation pour estimer le montant de votre aide. Si vous n'avez pas encore le logement et que vous voulez savoir un petit peu combien vous pourriez mettre pour le logement. Après, faites attention quand même, c'est un simulateur, hein, donc c'est vraiment une estimation, c'est pas toujours un montant exact et il y a des informations qui ne vous sont pas demandées dans le simulateur et qui peuvent rentrer en compte dans le calcul. Donc, soyez vigilants à ça, c'est vraiment une estimation et en plus, c'est une fourchette hein, qu'on vous donne, c'est pas un montant exact. On va suivre un petit peu le déroulé là. Donc, vous avez d'abord le simulateur, comme je vous disais. Donc, si vous souhaitez faire la simulation, vous pouvez cliquer là. Vous pouvez également y accéder directement depuis la page d'accueil. Vous avez 4 carrés bleus. Il y en a une, c'est marqué « faire une simulation ». Vous cliquez dessus. Vous pourrez faire la simulation. On regardera peut-être si on a le temps comment on fait la simulation. Mais là, on va parler surtout de la demande. Donc, pour faire votre demande, donc avant de la commencer, il faut déjà que vous ayez un logement, hein, que vous ayez signé un bail, que ce soit un logement étudiant, donc géré par le Crous ou non, ou chez un bailleur particulier ou une agence. Il faut que ce soit vous-même qui soyez titulaire du bail. Hein, donc, faites pas signer les parents, hein, c'est vraiment vous qui devez être titulaire du bail, sauf pour les mineurs. Donc, avant de commencer votre demande, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une adresse mail valide. Il faut le contrat de location ou le bail, comme je vous disais. Et pour ceux qui sont en Crous, l'attestation qui vous est remis au moment de la remise des clés. Il vous faut un RIB, donc français ou européen. Les RIB hors Europe, c'est un peu plus compliqué puisqu'on doit faire des vérifications. Donc, préférez un RIB français ou européen. Si les parents sont titulaires, donc s'ils sont inscrits à la CAF, le numéro d'allocataire des parents, mais pour les étudiants étrangers, c'est plutôt rare. Et on vous demandera évidemment donc, tout ce qui est coordonnées de bailleur, les montants du loyer, mais tout ça, vous l'avez sur le contrat de location ou sur l'attestation si c'est un Crous. Si on descend un petit peu, on vous dit donc ce qui est bon à savoir, hein, c'est qu'à la fin de votre demande, vous avez un récapitulatif. Donc, une fois que vous aurez validé votre démarche, vous aurez une liste de pièces à fournir. On regardera ça un petit peu après. Et vous aurez la possibilité de télécharger le récapitulatif de votre démarche, un fichier PDF. Je vous invite fortement à le faire parce qu'il peut arriver qu'au niveau informatique, on ait des problèmes d'injection des demandes et que des personnes fassent des demandes qui soient en fait jamais retrouvées. Donc, si vous avez le justificatif, ça vous permet ensuite de prouver que vous avez bien fait la demande à telle date, puisque votre date de manifestation va être importante. C'est ce qui va déterminer la date d'ouverture du droit. Donc, faites bien attention à ça. Donc là, si on descend un petit peu, vous allez pouvoir voir en fait une aide pour faire votre demande selon votre situation. Donc, comme je vous disais, hein, l'aide-au-logement est accessible aux personnes qui sont donc soit logées par le Crous ou alors en résidence universitaire non gérée par le Crous et aussi dans le secteur locatif privé. Donc, on va regarder un petit peu. Donc,
pour les étudiants, donc une grande majorité qui sont logés par le Crous. On va venir cliquer ici. Et là, vous avez donc un flyer qui vous présente la demande. Donc, pour faire sa demande d'aide au logement, je vais juste peut-être vous montrer en live. Quand vous allez sur la page d'accueil ici du CAF.fr, si vous descendez un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez les 4 carrés bleus là, et celle d'en haut à droite, il y a marqué « Demander une prestation ». Donc, on va venir cliquer ici. La première question qu'on va vous poser, c'est « Est-ce que vous êtes allocataire ou pas ?» Donc, peut-être pour certains d'entre vous, il y avait déjà un numéro d'allocataire sur un logement précédent, ou alors si vous arrivez, vous n'avez pas de dossier, vous n'êtes pas allocataire, donc vous allez cliquer ici. Donc, j'imagine que la majorité d'entre vous, ça va être ce cas-là. Donc, on va venir cliquer ici, vous n'êtes pas allocataire, et ensuite, vous avez la liste de toutes les prestations qui sont servies par la CAF et qui peuvent être demandées en ligne. Donc, on est déjà positionné, une fois qu'on a cliqué là sur le pavé du logement, et ici, en haut, on voit qu'on a l'aide au logement, et il y a un onglet « Faire la demande ». Donc, il vous suffira de cliquer sur cet onglet-là, et ensuite, vous accéderez au formulaire de demande pour l'aide au logement. Il suffira de suivre les étapes qu'on va détailler rapidement, puisque au niveau du temps, ça va être un peu juste. Donc, voilà, dans un premier temps, on va vous demander d'indiquer le code postal de votre logement. Ce n'est pas votre code postal c'est pas le code postal de vos parents ou d'un autre logement, c'est le logement que vous allez prendre. Donc, vous mettez bien le code postal. On vous demande votre situation. Si vous êtes étudiant, on vous demande votre situation familiale et également si vous vivez en couple ou pas, puisque ça a une incidence. S'il y a des enfants à charge, on vous demande si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire du logement. Donc, pour vous, évidemment, ça va être locataire. La date d'entrée dans le logement. Donc, ça, c'est vraiment la date en fait, à laquelle vous déposez vos affaires dans le logement. Si vous avez signé le bail le mois précédent, mais que vous entrez dans le logement que le mois suivant, ce qui peut arriver. Là, la date d'entrée dans le logement, on entend par entrer dans le logement, c'est vraiment votre emménagement. D'accord ? On vous demande si vous êtes rattaché fiscalement à vos parents. Donc, pour les étudiants étrangers, voilà, là, ça ne va pas tellement avoir d'incidence parce qu'on pose cette question uniquement pour savoir si les parents sont oui ou non assujettis à l'impôt sur la fortune, puisque c'est un cas qui exclut en fait le bénéfice de l'aide au logement. Donc voilà, là vous pouvez mettre non d'office. Ensuite, on vous demande si vous êtes locataire. Donc ça, c'est locataire dans le secteur privé. Si vous êtes sous-locataire, donc ça c'est pour les gens qui louent à quelqu'un qui est déjà locataire, ça ne va pas être votre cas. Là, logé par le Crous, ça va vous concerner. Et il y en a pour certains pour qui ce sera en foyer hors Crous, qu'on verra après. Donc là, vous cochez tout ça, vous cliquez sur « Continuer » et vous accédez ensuite au module d'identification. Donc là, vous renseignez votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Il y a une question secrète ensuite pour pouvoir reprendre la demande. Et on vous envoie ensuite un numéro de sauvegarde. Donc, vous saisissez votre numéro de sauvegarde. Vous aurez ensuite on appelle ça un petit tag à remplir avec des lettres qui sont chiffrées pour, en fait, c'est pour éviter que ce soit des ordinateurs qui fassent les demandes. Donc, le début de la demande à proprement parler, donc, on va vous demander votre état civil. Donc, vous répondez aux questions. Au niveau du numéro de sécurité sociale, ça va se remplir tout seul. Vous n'avez pas besoin de le compléter. Vous ne mettez surtout pas les numéros provisoires, ça ne passera pas. Donc, ce champ-là, vous le laissez vide. Et une fois que vous allez mettre votre date de naissance, vous devriez avoir les 4 ou 5 premiers chiffres qui vont s'afficher et vous pouvez valider comme ça. Ensuite, on vous demande le lieu de naissance, la nationalité, donc soit C2E, soit autre. Et on vous demande si vous arrivez de l'étranger. Donc là, quand vous cochez « Oui », vous avez la possibilité de mettre la date à laquelle vous êtes arrivé sur le territoire. Ensuite, on demande votre situation familiale en détail. Si vous êtes célibataire, divorcé, séparé de fait. Votre situation professionnelle. Donc, pour vous, ce sera étudiant. S'il y en a qui ont une activité salariée, il y a la possibilité d'indiquer que vous êtes étudiant avec une activité salariée. Il faut savoir que
antérieurement au 1er janvier de l'année 2021, c'était un statut qui permettait de bénéficier d'une aide au logement plus importante. Par contre, avec la réforme de l'aide au logement qui est passée en début d'année, ce statut-là a été supprimé. Donc, ça concerne encore les personnes qui avaient ce statut-là avant janvier. Ceux qui ont commencé à travailler après janvier, ils ne bénéficient plus de ce statut-là. Donc, ils seront considérés comme des étudiants. Ils auront le même droit que quelqu'un qui ne travaille pas. On vous demande ensuite si vous êtes étudiant boursier. Attention, quand on dit boursier, c'est bien les bourses qui sont attribuées sur critères sociaux. Donc, si c'est une bourse de mobilité que vous avez qui est donnée à tous les étudiants, sans discrimination, là, nous, on ne va pas vous considérer comme étant étudiant boursier. Hein. C'est vraiment les bourses sur critères sociaux, c'est-à-dire qu'on vous a attribué cette bourse sur la base de vos revenus ou des revenus de vos parents. On vous demandera ensuite d'indiquer donc le nom de l'organisme et le pays de l'organisme qui vous la verse. Donc, par exemple, si c'est le Crous, le nom de l'organisme, vous mettez Crous, Orléans-Tours, pays de l'organisme France, et l'adresse, même si vous mettez juste Crous, ce n'est pas très grave, ça passera. Ensuite, donc les informations sur le logement. On vous demande de confirmer la date d'entrée dans le logement. Donc, soyez attentifs à la première question parce que là, si vous ne mettez pas la même date, ça va être bloquant et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, vraiment, la première fois qu'on vous le demande, vous mettez bien la date, la même date que vous allez mettre là. Ensuite, donc l'adresse complète. N'oubliez pas d'ajouter les compléments d'adresse pour bien recevoir les courriers éventuels qu'on pourrait vous envoyer, notamment votre numéro d'allocataire. Donc, si vous êtes au Crous, mettez bien le numéro de la chambre avec s'il y a une lettre de bâtiment. Soyez bien précis. On vous demande ensuite vos coordonnées de contact, donc numéro de téléphone, adresse mail. Vous validez. On arrive ensuite sur les caractéristiques du logement. Donc, pour ça, pour ceux qui sont en Crous, vous avez toutes les caractéristiques qui sont indiquées sur l'attestation que la résidence vous aura fournie. Donc, on vous demande si c'est un logement conventionné ou non. On vous demande d'indiquer le code locataire. Donc, ça, c'est des chiffres et des lettres. Respectez bien les majuscules, les minuscules. On vous demande le type de logement. Pareil, soyez bien attentifs à ça, puisque pour les personnes qui sont dans une chambre qui n'a pas été rénovée, le montant du droit, il est plus faible. Donc ça concerne, il me semble, uniquement le Crous de Grandmont, si je me souviens bien. Donc pareil, c'est indiqué sur l'attestation, si c'est juste une chambre réhabilitée, je crois que c'est marqué chambre rénovée sur les attestations, et studio créé après réhabilitation, on n'en a pas. Donc ça ne vous concernera pas. On vous demande la surface du logement, si c'est meublé ou pas. Donc ça, pour les résidences Crous, ça dépend des résidences. Si vous êtes en colocation, puisqu'on a des personnes qui habitent ensemble, hein, qui sont colocataires. Donc pareil, ça a une incidence sur le droit. Hein. Quelqu'un qui est en colocation aura moins de droits que quelqu'un qui n'est pas en colocation. On demande le montant du loyer, la date de début du contrat de location. Donc ça, ce n'est pas la date d'emménagement, c'est vraiment la date à laquelle le bail a été signé. Et on demande le mois du premier loyer payé, puisque c'est ce qui va déterminer la date d'ouverture du droit. Ensuite, si vous continuez, vous allez avoir les informations sur le bailleur. On veut savoir s'il réside en France ou à l'étranger. On a besoin de savoir si vous occupez un second logement pour raison professionnelle. Ça peut arriver dans le cadre de stages. Donc, ça peut vous permettre de bénéficier en fait d'un petit peu plus d'aide au logement. Hein. Quand vous avez un deuxième logement, pour des raisons d'études ou professionnelles, on applique un abattement sur les revenus qui sont pris en compte. Et ça donne un droit en plus, mais il n'y a pas deux aides au logement. Hein. Une personne peut avoir qu'une aide au logement pour sa résidence principale. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on vous demande de valider les informations qui ont été saisies. Et comme je vous disais, vous avez donc le récapitulatif de votre démarche que, encore une fois, je vous invite fortement à télécharger. Il peut y avoir un numéro d'allocataire qui vous est attribué tout de suite. Pour les étudiants étrangers, c'est plus rare puisque pour faire l'affiliation, on a besoin de certaines pièces que je vais vous détailler après.
Donc, c'est possible que ici vous n'ayez pas le numéro d'allocataire, mais votre demande sera bien prise en compte quand même. Ne vous inquiétez pas, le numéro d'allocataire, on vous l'enverra par la suite par voie postale. Donc, pour ce qui est des pièces à fournir, si vous êtes étudiant hors C2E, donc hors Europe, il faudra nous transmettre, de toute façon, vous aurez la liste à la fin de la demande, il faudra nous transmettre la copie de votre passeport, de votre visa et un acte de naissance, donc en langue originale et la traduction si il n'est pas déjà en français. Donc, ces pièces-là, vous pouvez les joindre à la fin de votre démarche ou alors, si vous voulez que le traitement se fasse un petit peu plus rapidement, parce que là, on est sur des délais de traitement assez longs, vous pouvez envoyer ces documents-là sur une adresse mail qu'il faut que je retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais vous la mettre dans la conversation directement. Donc, c'est transmettre un document, donc en minuscule et tout attaché, CAF37 @info-du6.fr. Donc, vous pouvez transmettre vos documents à cette adresse-là. Vous avez la possibilité également de nous les déposer à l'accueil de la CAF, qui se trouve derrière la gare, au 1 rue Alexandre Fleming. Donc, pour les étudiants étrangers, comme je disais, passeport, copie du visa, extrait de naissance, et il faudra également, au bout de 3 mois, fournir les PDF de la démarche de validation de votre visa. Sans quoi, il peut y avoir une suspension des droits. Donc, ça, faites bien attention à ça. Si vous avez déjà ces documents-là, vous les envoyez avec tout le reste et on pourra enregistrer ça. Et une fois que vous aurez donc un titre de séjour ou un récépissé qui vous sera délivré par la préfecture, pensez à… Sans quoi, on ne pourra pas maintenir le droit. Une des conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide au logement, c'est que vous soyez couvert par un titre de séjour. Donc, il faut que nous, on ait connaissance de ça. Donc, vous nous envoyez bien tous vos récépissés, titres de séjour, quand vous les avez. Pour les étudiants pour les étudiants C2E, donc européens, la liste des pièces est un petit peu différente. Donc, pour ces étudiants-là, on a besoin d'un document d'identité, donc que ce soit passeport, carte nationale d'identité. Il nous faut également un acte de naissance. Et en plus, il faudra présenter votre justificatif de scolarité. Donc attention, ce n'est pas la carte étudiant, c'est bien un document papier ou cartonné qui vous est remis par l'université. Il faut également la carte d'assurance européenne ou une attestation qui dit que vous avez une couverture en maladie. Une fois la demande faite, donc comme je vous disais, vous recevez votre numéro d'allocataire par voie postale et vous pouvez suivre ensuite l'évolution du dossier sur lecaf.fr. Vous voyez sur la page d'accueil en haut à droite, vous avez un espace Mon compte. Donc, quand vous venez là, vous entrez vos identifiants de connexion et vous pourrez accéder à votre profil personnel sur lequel vous pourrez voir l'état d'avancement du dossier. Et une fois le dossier traité, vous pourrez également voir donc, le montant de vos allocations, les dates de versement et vous aurez également la possibilité de faire des modifications si vous changez de coordonnées bancaires, si vous changez d'adresse, si vous changez de situation, que ce soit professionnelle ou familiale. Tout ça, vous pouvez le faire directement depuis le profil personnel. Si jamais vous avez un souci, vous n'hésitez pas à venir nous voir au niveau de l'accueil de la CAF. Il n'y a pas besoin de rendez-vous dans la plupart des cas. On pourra vous renseigner, vous aider à faire la démarche en ligne si vous n'y arrivez pas. Donc voilà pour la présentation. Je vais peut-être pas vous dérouler pour les foyers hors Crous et dans le secteur locatif privé, c'est sensiblement la même chose. Donc vous répondrez aux questions de la même manière.
Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, je crois que j'en vois déjà. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un RIB européen? Ce n'est pas obligatoire, c'est préférable, puisque les RIB hors Europe, on est obligé de faire une vérification dessus. Donc, ça peut prendre plus de temps et parfois, même selon les RIB, au niveau de la demande, il y en a certains qui ne sont pas acceptés. Donc, il est quand même préférable, oui, d'avoir un RIB français ou au moins européen. Ensuite, j'ai eu à faire une demande CAF le 1er septembre. Comment faire pour télécharger le récap? Alors, si vous avez déjà fait votre demande et que vous avez fermé la page, vous n'avez pas la possibilité de le récupérer pour l'instant. Donc, quand vous aurez par contre le numéro d'allocataire qui vous sera attribué, là, vous pourrez voir le récapitulatif de votre demande. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que votre demande soit bien transmise, qu'il n'y ait pas d'incident technique, parce qu'on en a beaucoup en ce moment. Donc, si vous ne recevez pas le numéro d'allocataire d'ici un mois, je vous invite à vous présenter auprès de nos services muni de votre pièce d'identité pour qu'on puisse voir si votre demande a bien été instruite. Bonjour, merci pour la présentation. Excusez-moi, le versement se fait chez le bailleur. Oui, alors oui, j'ai oublié de parler de ça. Pour le versement, pour ceux qui sont au Crous, le versement se fait directement au Crous. Et il faut savoir qu'à l'ouverture du droit, le premier mois de loyer est à la charge du locataire. Donc, c'est un mois de carence. Il n'y aura pas de droit sur le premier mois. Le droit s'ouvre ensuite le mois suivant. Donc, pour un emménagement, par exemple, en septembre, le droit, quand vous faites votre demande, le droit va s'ouvrir en octobre et le versement se fait à terme échu, c'est-à-dire fin octobre. Donc, le Crous vous le déduira de votre loyer de novembre. Donc, à l'emménagement, vous avez 2 mois à payer à taux plein. Pour tout ce qui est privé, là, c'est une décision du bailleur. Donc, nous, on a un fichier qui répertorie la plupart des bailleurs et on sait s'ils souhaitent le versement directement chez eux ou s'ils préfèrent que l'aide au logement soit versée à la locataire, auquel cas, vous devrez payer l'intégralité du loyer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense avoir fait un peu le tour. Après, vous avez des questions-réponses ici, mais qui sont un petit peu d'ordre général. Et comme je vous disais, vous avez beaucoup d'informations directement sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez une petite loupe là où vous pouvez chercher si vous avez des questions. Une fois que votre dossier sera affilié et que vous aurez accès à votre espace personnel, vous aurez un onglet pour nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter par mail directement. Ou alors, vous pouvez fixer un rendez-vous. Ça, c'est pour les cas un petit peu plus complexes, mais préférez voilà, faire un envoi par mail. Donc, si lors de la demande, on a plutôt mis la date d'entrée dans le logement, y a-t-il un problème? Alors, normalement, dans la demande, on vous demande d'indiquer la date d'entrée, mais aussi la date de signature du bail. Après, ça peut être la même. Hein, si vous arrivez le 1er septembre, que vous signez votre bail le 1er septembre et que vous emménagez le 1er septembre, il n'y a pas de souci. Là où ça aura une incidence, c'est pour les personnes en fait, qui ont signé leur bail, par exemple, courant du mois d'août, qui n'ont pas payé le loyer sur les derniers jours et qui ont emménagé en septembre, puisque, comme je vous disais, le droit va s'ouvrir le mois suivant l'emménagement. Donc, bien que votre bail ait été signé en août, si vous emménagez en septembre, le droit, il va s'ouvrir que le mois suivant. Par contre, si vous emménagez en août, le droit s'ouvre le mois suivant, donc septembre, pour un versement début octobre. Donc, c'est vraiment là, à ce niveau-là que c'est une incidence. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que Laura, toi, tu avais des questions un peu récurrentes peut-être? Je pense que tout a été posé. La question du RIB revient souvent. Est-ce qu'on a une idée du délai de traitement sur un RIB qui ne serait pas européen?
Ça dépend. Ça dépend. S'il est retrouvé tout de suite par le… En fait, c'est un traitement automatisé par Ficoba. C'est un logiciel qu'on utilise. Ça dépend. Si jamais on n'arrive pas à le retrouver, on demande à la personne de fournir un RIB papier. Donc, ça peut être très long puisque si, là, en ce moment, on a 2 mois de traitement. Donc, si on traite votre dossier et qu'il nous manque des pièces, donc le traitement se fera au bout d'un mois et demi, 2 mois. On va vous réclamer des pièces au bout de ce délai. Et quand on va recevoir les pièces, il va de nouveau y avoir un délai de traitement d'1 mois et demi, 2 mois. Donc vraiment, c'est primordial qu'on ait vraiment toutes les pièces nécessaires au traitement. Sinon, vous pouvez attendre très longtemps. L'information à retenir, c'est de finaliser son dossier le plus rapidement possible et de ne pas attendre un retour de la CAF pour… Oui, et la demande, suivant la date d'emménagement, il faut la faire normalement dans le mois pour ne pas perdre de droit. Parce que si vous la faites plus tard, nous, on va prendre la date de manifestation pour la date d'ouverture du droit. On ne reviendra pas en arrière au niveau des droits. D'accord ? Les droits ne sont pas rétroactifs. Donc, Non. ouais. Donc pour les étudiants, je pense qu'il y en a certains là, qui sont là depuis 1 an. Si vous n'avez pas fait de demande CAF depuis 1 an, voilà, vous ne pouvez pas récupérer de l'argent sur l'année perdue, quoi. C'est ça. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, vraiment, faites votre dossier rapidement. Je pense que c'est plutôt pas mal. Enfin, du coup, il y a eu un bon pas à pas là. Et puis peut-être un contact ou c'est directement sur le site. Ah, voilà, le contact, il a été mis tout à l'heure. Transmettre un document. Oui, transmettre un document. Vous indiquez simplement si vous envoyez vos documents par ce biais-là. Normalement, il faut indiquer le numéro d'allocataire. Après, si on ne vous l'a pas encore attribué, ce n'est pas très grave. On a un service qui s'occupe de rapatrier les documents et de les mettre sur les bons dossiers. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Par contre, quand vous allez voir sur votre espace personnel, vous avez une rubrique où vous pouvez voir l'historique de vos démarches et les courriers échangés avec la CAF. Et dans cet espace-là, vous avez la possibilité de voir si le document est toujours en cours de traitement ou s'il a été traité. Donc, si vous déposez des documents, que vous voyez que c'est encore en cours de traitement, il n'est pas nécessaire en fait de nous contacter pour savoir ce qu'il en est. Ça veut juste dire qu'on n'a pas encore fait le traitement. Par contre, si vous voyez que les documents déposés ont été traités et qu'il n'y a pas de calcul de droit derrière ou qu'il y a une suspension ou quelque chose, là, il faudra nous contacter. Je vois qu'il y a 2 personnes qui lèvent la main. Je vous propose de mettre directement vos questions sur le chat. Donc, Aïnaour et Easy Pascal, si vous avez des questions, écrivez directement sur le chat. Ça évite des problèmes techniques de micro. En attendant, juste une précision, si parmi vous, il y a des étudiants qui sont de nationalité algérienne, la préfecture délivre des visas aux ressortissants algériens qui ne sont pas considérés comme des visas étudiants. Donc, vous, les premiers mois pour les logements, on n'a pas la possibilité de faire de paiement et on attendra que la préfecture vous délivre la première carte de séjour. Donc, soyez pas étonnés si vous voyez que vos voisins ont un droit, c'est une particularité pour les ressortissants algériens. Donc, on a une question d'ici, Pascal. Qu'est-ce qui se passe quand on change de logement au cours de l'année? Donc, comme je vous le stipulais tout à l'heure, quand vous avez des changements de situation, vous devez les signaler sur lecaf.fr. Et notamment, lorsque vous changez de logement, on vous demandera d'instruire une nouvelle demande simplement pour qu'on ait connaissance des informations pour le nouveau logement. Donc, quand vous êtes sur votre espace personnel, vous avez une rubrique qui s'intitule « Demander une prestation ». Donc, une fois votre changement d'adresse effectué, vous allez cliquer sur cet onglet-là. Et là, vous pouvez instruire de nouveau la demande. Donc, à chaque fois que vous changez de logement, vous faites une nouvelle demande. Il y a simplement une particularité pour les personnes qui changeraient de chambre à l'intérieur d'une même résidence.
pour lesquels il suffit de nous adresser la nouvelle attestation. Mais ça, c'est uniquement pour un changement de chambre à l'intérieur d'une même résidence. Si vous êtes à Grandmont, que vous changez de chambre, que vous changez de bâtiment à l'intérieur du Crous de Grandmont, vous n'avez pas besoin de faire une nouvelle demande. Par contre, si vous partez de Grandmont et que vous êtes au Tanneur ou au Plat d'Étain, là, vous faites une nouvelle demande. Mais c'est important, si jamais voilà, vous avez des changements de situation, alors ça peut être un changement de logement, mais aussi un changement de situation familiale. Voilà, s'il y a une séparation, si vous êtes deux personnes au lieu d'une sur un même logement, si vous avez un enfant qui arrive dans le foyer, enfin voilà, un changement de situation, il faut le signaler à la CAF le plus rapidement possible pour pouvoir recalculer les droits. Si je me trompe pas, Connor, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi. Pour pouvoir recalculer les droits et ça vous évitera. Alors déjà, vous pouvez avoir des droits qui sont plus importants. Et si les droits descendent, ça vous évitera de devoir rembourser la CAF, ce qui peut être compliqué en fin d'année. Ouais, Voilà. surtout quand vous quittez un logement, pensez à le signaler, puisque si nous, on n'est pas au courant et qu'on maintient le versement, ça peut faire des sommes assez conséquentes. Parce que si ce n'est pas vous qui nous le signalez, on ne le saura pas forcément. Donc, soyez vigilants à ça. Et l'information peut arriver d'autres sources que vous. Donc, Oui, ne vous dites pas que si vous ne le signalez pas, vous allez continuer à toucher des aides parce qu'il est possible que la CAF vous recontacte quelques mois, quelques années plus tard pour vous demander de il y a rembourser. très souvent des contrôles. On est en contact permanent avec les bailleurs, avec le Crous. Donc, voilà, c'est des informations qu'on finira par avoir. Et on vous demandera en effet le remboursement des prestations qui auront été versées à tort. Voilà, donc vraiment, n'essayez pas de récupérer de l'argent auquel vous n'avez pas droit. Je vois Elvie qui a levé la main encore une fois. Posez la question directement sur le chat, sauf si vous avez des problèmes pour écrire dans le chat. Dans ce cas, je peux vous laisser la parole, mais j'évite les micros, ça évite des problèmes techniques. Et puis on va pas non plus vous retenir plus longtemps. Je vois que ça fait déjà une demi-heure. Donc, je remets sur le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter directement. Donc, normalement, moi, j'aurai la réponse à la majorité de vos questions. Si jamais je n'ai pas la réponse, je contacterai la CAF pour vous. Ou alors, vous contactez la CAF si ça concerne directement votre dossier à l'adresse qui a été mise tout à l'heure sur Alors le... attention, l'adresse qui a été mise, c'est uniquement pour la transmission des documents. Les mails que vous pouvez envoyer à la CAF, vous avez sur le site du CAF.fr. Je ne sais pas si on voit encore mon écran, mais sur le site du CAF.fr, vous avez un onglet. Quand vous allez tout en haut à droite ici, vous indiquez l'adresse, enfin le code postal de votre CAF. Donc ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore allocataires, hein. Et là, vous avez ici dans le menu de gauche, contacter ma CAF. Et vous avez la possibilité d'envoyer un courriel. Et c'est là aussi que vous pouvez prendre rendez-vous s'il y a besoin. Après, pour la plupart des démarches pour les étudiants, hein, je vous rappelle qu'il n'y a pas forcément besoin de rendez-vous. Vous pouvez vous présenter à l'accueil comme ça et on pourra vous accompagner et vous dire ce qu'il en est de votre dossier. Vous venez bien avec une pièce d'identité, par contre. Alors, on va prendre une dernière petite question et puis après, on va vous libérer. J'ai une personne qui demande, comme la demande a été déjà faite, est-ce que les documents doivent être transmis sur l'adresse mail? Si vous n'avez pas encore envoyé les documents, si vous ne les avez pas joints de façon dématérialisée à la fin de votre demande, oui, il faut absolument nous les adresser. Sinon, on ne pourra pas traiter la demande, hein. Votre demande ne sera pas reprise. On attendra, pour faire le traitement du dossier, on attendra de la réception des pièces. Et voilà, faites bien attention à envoyer tout ce qu'il faut, hein.
Allez, une petite dernière pour le plaisir, mais ensuite je vous libère, promis. Pour les étudiants qui touchent le RSA, est-ce qu'il y a un changement? Alors, les étudiants qui touchent le RSA, c'est très particulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, puisque le fait d'être étudiant, normalement, exclut du bénéfice du RSA. Il y a quelques cas de dérogation, notamment pour les personnes qui ont des enfants ou qui ont fait une demande auprès du conseil départemental pour avoir une dérogation. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le calcul de l'aide au logement des étudiants, on impose, peu importe le montant des revenus des personnes, on impose ce qu'on appelle un forfait. Donc, on fait comme si la personne avait, donc sur la période qu'on prend en compte, un montant de revenus déterminé par rapport à sa situation. Pour les bénéficiaires du RSA, ce montant-là, il est supprimé. Donc, le droit pour une situation identique entre un étudiant et quelqu'un qui est bénéficiaire du RSA, le bénéficiaire du RSA aura plus de droits. Et ça, c'est calculé automatiquement. Super, bah, merci beaucoup d'avoir assisté à cette Welcome Week. Merci d'avoir fait cette présentation. C'était très clair, en tout cas pour ma part. J'espère que les étudiants ont eu des réponses à leurs questions et que ce sera plus simple pour eux de faire une demande CAF. En tout cas, voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci également. Et puis, pour les étudiants, je vous propose de prendre votre pause déjeuner et qu'on se retrouve à 14h30 pour la présentation du SUAPS, qui est donc le service d'activité physique et sportive de l'Université de Tours. On aura aussi la maison de l'orientation et de l'information, de l'insertion professionnelle, qui vous parlera des stages et des jobs étudiants. Et puis, en fin de journée, pour les personnes qui sont toujours en recherche d'un logement, on aura Studapart qui viendra faire deux présentations, une en français et une en anglais, pour tous les étudiants voilà, qui ont du mal à trouver un logement. Voilà, ce sera très utile. Je vous souhaite un excellent déjeuner et on se retrouve tout à l'heure à 14h30. Au revoir.